Dans l'ancienne Chine, on raconte l'histoire d'un maître qui enseignait sans jamais prononcer un mot. Ses disciples venaient de loin pour recevoir sa sagesse, s'asseyaient en cercle autour de lui et repartaient transformés après des heures passées dans un silence profond. Un jour, un visiteur impatient l'interpella. « Maître, quand allez-vous enfin nous enseigner ?» Le sage sourit doucement et répondit « N'avez-vous pas entendu ce que je n'ai cessé de vous dire ? Cette anecdote, qui traverse les siècles dans la tradition chinoise, capture l'essence d'un paradoxe fascinant. Comment le silence peut-il être plus éloquent que la parole la plus raffinée ? Comment l'absence de mots peut-elle transmettre une sagesse que des bibliothèques entières ne sauraient contenir ? Notre époque traverse une crise profonde du silence qui aurait alarmé aussi bien Confucius que Lao Tse. Cette crise ne se manifeste pas seulement par l'augmentation du bruit extérieur, bien que nos villes soient effectivement devenues de plus en plus bruyantes, mais par une transformation plus subtile et plus inquiétante de notre rapport intérieur au silence et à la parole. Du point de vue confucéen, nous assistons à un déclin général des vertus traditionnelles qui favorisaient la cultivation du silence. La déférence envers les anciens, qui impliquait une écoute respectueuse de leur sagesse, cède la place à une culture de l'opinion immédiate, où chacun se sent autorisé à parler de tout, sans avoir nécessairement l'expérience ou la connaissance requise. Cette inflation de l'ego individuel au détriment de la reconnaissance de la sagesse collective constitue l'un des obstacles majeurs au silence authentique. Le respect des hiérarchies naturelles, non pas l'obéissance aveugle, mais cette reconnaissance que l'expérience et la cultivation méritent déférence, disparaît progressivement de nos sociétés. Cette perte crée un climat où la parole de chacun est censée valoir celle de tous les autres, indépendamment de sa pertinence ou de sa profondeur. Le résultat est un bavardage généralisé où la quantité l'emporte sur la qualité, où l'opinion immédiate supplante la réflexion mûrie. Du côté taoïste, le diagnostic porte sur notre éloignement croissant de la simplicité naturelle, pu. Nous avons créé un monde d'une complexité artificielle qui nous coupe de nos rythmes biologiques et cosmiques naturels. Cette complexité génère une anxiété permanente que nous tentons de calmer par un flot incessant de distractions, de stimulation, de paroles. Nous avons perdu cette capacité d'être simplement présents à ce qui est, sans avoir besoin de le commenter, l'analyser, le partager immédiatement. Cette fuite devant le silence révèle souvent une peur profonde, celle de nous retrouver face à nous-mêmes, sans les masques et les rôles qui nous définissent socialement. Le silence authentique nous confronte à des questions que nous préférons éviter. Qui sommes-nous vraiment ? Que voulons-nous vraiment ? Qu'est-ce qui donne véritablement sens à notre existence ? Cette confrontation avec l'essentiel peut être déstabilisante pour qui n'y est pas préparé. Les réseaux sociaux et les technologies numériques amplifient considérablement ces tendances. Ils créent une illusion de connexion permanente qui masque souvent une solitude profonde. L'obligation de partager constamment ses pensées, ses émotions, ses activités transforme l'intimité en spectacle et le silence en suspect. Celui qui ne poste pas, ne commente pas, ne réagit pas immédiatement à chaque stimulus social est perçu comme absent ou asocial. Cette surexposition permanente de soi détruit progressivement cette intériorité nécessaire au silence authentique. Comment cultiver une vie intérieure riche
quand tout est immédiatement externalisé, exhibé, soumis au jugement des autres, cette extériorisation compulsive nous prive de ces moments de maturation silencieuse où les expériences se transforment en sagesse, où les émotions brutes se raffinent en compréhension profonde. La confusion entre silence et mutisme pathologique constitue un autre obstacle majeur. Notre culture thérapeutique a parfois tendance à pathologiser le silence, à y voir systématiquement un symptôme de dépression, de refoulement ou de dysfonctionnement social. Cette vision réductrice empêche de distinguer le silence créateur du silence mortifère, la retenue sage de l'inhibition maladive. Cette confusion est particulièrement dommageable dans l'éducation. Les enfants qui préfèrent observer plutôt que parler, réfléchir plutôt que réagir immédiatement, sont souvent considérés comme ayant un problème qu'il faut corriger. Cette pathologisation du tempérament contemplatif prive notre société d'une diversité précieuse et pousse vers la normalisation d'un modèle unique de sociabilité. L'accélération générale du rythme de vie constitue également un obstacle structurel au silence. Dans un monde où tout doit aller de plus en plus vite, où l'efficacité se mesure à la rapidité de réaction, le temps nécessaire à la réflexion silencieuse apparaît comme un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. Cette logique de l'urgence permanente détruit méthodiquement les conditions nécessaires à la cultivation du silence. Enfin, la perte des espaces et des temps traditionnellement dévolus au silence contribue à cette crise. Les bibliothèques deviennent des espaces de travail collaboratifs bruyants, les transports en commun résonnent de conversations téléphoniques. Même les lieux de culte s'emplissent souvent de musique et d'animation. Cette disparition des sanctuaires du silence dans l'espace public prive notre société de ces refuges nécessaires à la contemplation et au recueillement. Comme l'observerait Confucius, cette crise du silence reflète une crise plus profonde de la cultivation personnelle. Il voyait dans le silence une vertu cardinale de l'homme exemplaire, Junzi. Pour lui, savoir se taire au bon moment témoigne d'une sagesse supérieure, d'une maîtrise de soi qui distingue l'être cultivé du vulgaire bavard. Réfléchis 3 fois avant de parler, conseillait-il, valorisant cette retenue qui permet à la pensée de mûrir avant de se manifester en parole. Lao Tse, de son côté, percevait dans le silence la simplicité originelle du Tao. Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas, affirmait-il, pointant vers cette vérité que l'expérience directe transcende toujours le discours qui prétend la décrire. Dans sa vision, le silence n'est pas seulement une sagesse humaine, mais une participation à l'ordre cosmique lui-même. Cette convergence n'est pas fortuite. Elle révèle une intuition profonde partagée par ces 2 grandes voix. Le silence authentique ouvre un espace où peut se déployer ce qu'il y a de plus noble en l'être humain. Il permet l'écoute véritable, cultive la retenue sage et révèle ces dimensions de communion qui échappent au langage ordinaire. Cette sagesse du silence s'exprime à travers 3 dimensions essentielles. D'abord, le silence de l'écoute véritable qui transforme notre rapport à autrui. Ensuite, le silence de la retenue sage qui élève la qualité de notre expression. Enfin, le silence de la communion profonde qui nous reconnecte à l'essence de notre humanité. Celui qui sait écouter entend ce qui n'est pas dit, nous enseigne Confucius dans ses Analectes.
Cette phrase révèle l'une des dimensions les plus riches du silence, sa capacité à créer l'espace nécessaire pour une écoute authentique, celle qui va au-delà des mots pour saisir l'essentiel de ce qui se communique entre les êtres. Dans la pensée confucéenne, l'écoute véritable constitue l'une des vertus fondamentales de l'homme exemplaire, Junzi. Elle ne se limite pas à une simple réception passive d'informations, mais engage notre être tout entier dans un acte de reconnaissance et de respect envers autrui. Cette écoute silencieuse devient un acte moral en soi, une façon d'honorer la dignité de celui qui se confie à nous. Observez la différence entre celui qui écoute pour comprendre et celui qui écoute pour répondre. Le premier cultive en lui un silence attentif, suspend ses jugements, met ses propres préoccupations entre parenthèses pour accueillir pleinement la parole de l'autre. Le second, au contraire, n'utilise les moments de silence que pour préparer sa réplique, son argument, sa démonstration de supériorité. Son silence n'est qu'apparent. Intérieurement, il bavarde sans cesse. Cette distinction prend une importance particulière dans les relations qui structurent la société confucéenne. L'écoute filiale, par exemple, ne consiste pas seulement à obéir aux parents, mais à entendre avec respect ce que leur expérience de vie a à nous transmettre. Cette écoute silencieuse devient une forme de piété qui enrichit autant celui qui reçoit que celui qui donne. De même, l'écoute du disciple envers son maître crée cet espace sacré où peut s'opérer la transmission véritable, non pas seulement de connaissances, mais de sagesse incarnée. Le dirigeant confucéen, qu'il soit père de famille ou empereur, cultive également cette qualité d'écoute. Mencius soulignait que le bon gouvernant sait se taire pour entendre les besoins réels de son peuple, au-delà des flatteries de cour et des rapports officiels. Cette écoute silencieuse devient alors un instrument de justice sociale et d'harmonie collective. Cette écoute prend une dimension plus contemplative encore chez les taoïstes. Chuang-Tzu nous parle de cette qualité d'attention qu'il appelle écouter avec son souffle plutôt qu'avec ses oreilles ou même son esprit. L'ouïe se limite au son, l'esprit aux représentations, tandis que le souffle forme un creux apte à accueillir le monde extérieur. Ce creux du souffle, c'est précisément cet espace de silence intérieur qui permet une réceptivité totale. Cette écoute taoïste participe du Wu Wei, cet art de l'action sans force qui caractérise l'être en harmonie avec le Tao. Écouter selon le Wu Wei, c'est ne pas imposer nos grilles de lecture à ce que nous entendons, ne pas forcer l'autre à entrer dans nos catégories préconçues. C'est laisser sa parole se déployer dans l'espace que notre silence lui offre, comme l'eau trouve naturellement son chemin dans la vallée accueillante. Cette convergence entre l'approche confucéenne et taoïste de l'écoute révèle une vérité profonde. Le silence authentique transforme la qualité de nos relations. Il crée une intimité qui va bien au-delà de la simple échange d'informations. Dans ce silence partagé, quelque chose de plus profond se communique. Cette reconnaissance mutuelle de notre humanité commune qui est peut-être la base de toute vraie rencontre. Concrètement, cette écoute silencieuse se cultive dans nos gestes les plus simples. Quand notre enfant nous raconte sa journée, savons-nous suspendre nos activités pour être pleinement présents à son récit? Quand notre conjoint traverse une difficulté, résistons-nous à la tentation
de donner immédiatement des conseils pour simplement accueillir sa peine. Quand un collègue exprime un désaccord, pouvons-nous entendre sa position sans immédiatement préparer notre contre-attaque? Cette qualité d'écoute transforme également notre rapport à nous-mêmes, car apprendre à écouter les autres, c'est aussi développer cette capacité d'entendre nos propres voix intérieures, nos intuitions, nos émotions subtiles, ces messages que notre corps et notre âme ne cessent de nous adresser, mais que le bruit de nos pensées compulsives couvre si souvent. Comme l'enseigne la sagesse chinoise, dans le silence de l'écoute naît la sagesse de la réponse. Car celui qui a vraiment entendu sait naturellement quoi dire, ou mieux encore, quand se taire. Sa parole, quand elle vient, jaillit de cette compréhension profonde que seul le silence attentif peut révéler. Le sage parle peu et agit beaucoup, nous enseigne Confucius, pointant vers cette qualité de retenue qui distingue la parole mûrie de la parole impulsive. Cette retenue n'est pas timidité ou manque d'assurance, mais l'expression d'une sagesse qui comprend le poids et la responsabilité de chaque mot prononcé. Dans l'éthique confucéenne, la parole n'est jamais neutre. Elle porte en elle le pouvoir de construire ou de détruire, d'élever ou d'abaisser, de rassembler ou de diviser. Cette compréhension du pouvoir des mots engendre naturellement une attitude de prudence et de mesure. Réfléchis 3 fois avant de parler, conseille le maître, car la parole inconsidérée peut causer des dommages irréparables. Cette retenue sage se manifeste d'abord dans l'évitement de ce que Confucius appelait les paroles vaines, ces discours qui ne servent qu'à combler le vide, à briller en société ou à masquer notre propre malaise face au silence. Le Junzi, l'homme exemplaire, préfère un silence significatif à un bavardage insignifiant. Il comprend que le silence peut parfois exprimer plus de respect, de sagesse ou de compassion que les plus beaux discours. Cette retenue s'étend particulièrement aux paroles blessantes. Mencius développait cette idée en soulignant que la cultivation personnelle, Zhuyang, inclut nécessairement la maîtrise de sa langue. Non pas pour refouler ses émotions ou ses opinions, mais pour les exprimer de manière constructive plutôt que destructrice. Combien de relations ont été brisées par des mots prononcés dans la colère, des jugements hâtifs, des reproches formulés au mauvais moment? La retenue confucéenne concerne aussi la protection du secret et de l'intimité d'autrui. Savoir se taire sur ce qui nous a été confié témoigne d'une intégrité morale fondamentale. Cette discrétion crée la confiance sans laquelle aucune relation profonde n'est possible. Elle protège aussi contre la médisance et les commérages qui empoisonnent l'atmosphère sociale. Du côté taoïste, cette retenue prend une coloration différente mais complémentaire. Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas, affirme Lao Tse, avec cette simplicité déconcertante qui caractérise ses enseignements. Cette phrase ne condamne pas la parole en soi, mais pointe vers une vérité subtile. L'expérience directe de la vérité transcende toujours sa description verbale. Cette retenue taoïste naît de la reconnaissance de l'inadéquation fondamentale entre l'expérience vécue et sa traduction en mots. Le Tao qui peut être nommé n'est pas le Tao éternel, commence le Tao Te Ching, établissant d'emblée cette méfiance envers la prétention du langage à cerner l'essentiel. Cette humilité linguistique engendre naturellement une retenue qui préfère montrer plutôt que dire, être
plutôt qu'expliquer. Cette convergence entre retenue confucéenne et taoïste révèle une sagesse commune. Celle qui comprend que moins on parle, plus nos paroles ont de poids. Comme un sculpteur qui retire de la matière pour révéler la forme cachée, celui qui cultive la retenue élimine le superflu verbal pour laisser émerger l'essentiel. Cette retenue sage se manifeste concrètement dans de nombreuses situations de notre vie quotidienne. Face à une critique injuste, résister à l'impulsion de se justifier immédiatement permet souvent une réponse plus mesurée et plus efficace. Dans un conflit, savoir faire une pause avant de répondre peut transformer une escalade destructrice en dialogue constructif. En tant que parent, apprendre à résister à la tentation de donner constamment des conseils permet à nos enfants de développer leur propre capacité de réflexion. Cette retenue transforme aussi notre rapport à l'opinion et au jugement. Notre époque souffre d'une inflation du commentaire. Chacun se sent obligé d'avoir un avis sur tout et de l'exprimer immédiatement. La sagesse de la retenue nous invite à un discernement plus fin. Sur quoi ai-je vraiment une connaissance suffisante pour mériter de parler? Mes paroles vont-elles apporter quelque chose de constructif ou ne font-elles qu'ajouter au bruit ambiant? La retenue sage cultive également cette qualité de parole que les Chinois appellent « parole comme l'or ». Rare, précieuse, pesée, celui qui parle peu mais juste acquiert naturellement une autorité morale qui dépasse celle de l'orateur le plus brillant. Ses silences deviennent éloquents. Ses rares interventions portent un poids particulier. Comme l'exprime magnifiquement un proverbe chinois, les paroles profondes naissent du silence profond. Cette retenue n'appauvrit pas notre expression. Elle l'enrichit en lui donnant cette densité, cette authenticité qui ne peut naître que de la maturation silencieuse de la pensée et du sentiment. Entre vrais amis, point n'est besoin de paroles, observait Confucius, révélant cette dimension du silence qui transcende la simple communication pour atteindre à une forme de communion qui unit les êtres au-delà des mots. Cette troisième facette du silence nous fait découvrir que les moments les plus précieux de l'existence humaine se vivent souvent dans une présence partagée qui n'a pas besoin du langage pour s'exprimer. Dans la tradition confucéenne, cette communion silencieuse trouve ses expressions les plus nobles dans les relations ritualisées qui structurent la société. Les moments de recueillement familial devant les ancêtres, par exemple, créent un espace sacré où se transmet l'essentiel de l'identité familiale, non par des discours, mais par cette présence respectueuse qui relie les générations. Ces silences rituels portent en eux toute la richesse de la mémoire collective et des valeurs partagées. La relation entre maître et disciple offre un autre exemple de cette communion silencieuse. Confucius lui-même rapportait que ses meilleurs élèves étaient souvent ceux qui savaient rester auprès de lui en silence, absorbant par osmose cette qualité d'être qui ne peut se transmettre par les mots seuls. Cette présence silencieuse permet une forme d'enseignement plus profonde que tous les cours magistraux, celle qui transforme l'être même du disciple, par la proximité avec la sagesse incarnée. Cette transmission silencieuse dépasse largement le cadre éducatif traditionnel. Dans toute relation authentique, que ce soit entre époux, entre parents et enfants ou entre amis véritables, se créent ces moments de communion où les mots deviennent superflus. Un regard complice,
une présence apaisante dans la difficulté, un silence partagé face à la beauté d'un coucher de soleil. Ces instants tissent des liens plus solides que toutes les déclarations. Mencius développait cette idée en parlant de ces communications du cœur qui s'établissent naturellement entre les êtres de bonne volonté. Ces communications transcendent les barrières du langage, des conventions sociales, même des différences culturelles. Elles révèlent cette humanité commune qui est, selon lui, le fondement de toute éthique véritable. Du côté taoïste, cette communion silencieuse prend une dimension cosmique. Chuang-Tzu nous parle de ces moments privilégiés où l'être humain retrouve sa place naturelle dans l'ordre universel, non plus comme un individu séparé qui s'agite et revendique, mais comme une expression particulière de ce grand mouvement d'harmonie qui anime toute existence. Cette communion taoïste se vit particulièrement dans la contemplation de la nature. Assis près d'un lac paisible ou sous un arbre centenaire, nous pouvons expérimenter cette forme de silence qui nous relie à quelque chose de plus vaste que notre personnalité habituelle. Ce n'est plus notre silence personnel, mais notre participation au grand silence qui porte toute chose. Lao Tzu exprimait cette dimension en parlant du sage qui agit sans agir et enseigne sans parler. Cette formule apparemment paradoxale décrit cette qualité de présence qui transforme l'atmosphère sans effort conscient, qui inspire sans prêcher, qui guérit sans intervenir. C'est le silence de celui qui a trouvé sa place juste dans l'ordre des choses et qui, par cette justesse même, devient un facteur d'harmonie pour son entourage. Cette communion silencieuse transforme notre compréhension des relations humaines. Elle nous fait découvrir que l'intimité véritable ne dépend pas de la quantité d'informations échangées, mais de cette qualité de présence mutuelle qui permet aux êtres de se reconnaître au-delà de leurs masques sociaux. Dans ce silence partagé, quelque chose de l'essence même de chaque personne peut se révéler et être accueilli. Cette dimension trouve des applications concrètes dans tous les aspects de notre existence. Dans le couple, apprendre à être ensemble sans avoir constamment besoin de parler révèle et renforce l'intimité profonde. En famille, ces moments de silence partagés, lors d'un repas paisible, d'une promenade ou simplement assis ensemble, tissent des liens plus durables que les conversations les plus animées. Même dans notre rapport au monde et à nous-mêmes, cette communion silencieuse ouvre des perspectives nouvelles. Méditer, contempler, simplement être présent à ce qui est sans chercher à l'analyser ou le modifier. Ces pratiques nous reconnectent à cette dimension de notre être qui existe avant et au-delà de tous nos rôles sociaux. Comme l'exprime poétiquement un texte taoïste, dans le silence partagé, les âmes se reconnaissent et retrouvent leur source commune. Cette reconnaissance mutuelle dans le silence constitue peut-être l'une des expériences les plus précieuses que puissent vivre les êtres humains, celle qui nous révèle que nous ne sommes jamais vraiment seuls, que quelque chose de plus grand nous porte et nous relie tous. L'enseignement silencieux dépasse l'enseignement parlé, affirmait Confucius, révélant l'une des dimensions les plus profondes de sa pédagogie. Cette phrase ne minimise pas l'importance de la transmission verbale, mais pointe vers cette forme supérieure d'éducation qui se fait par l'exemple, par la présence, par cette qualité d'être qui se communique au-delà des mots. Dans la tradition confucéenne,
Le rôle du maître ne se limite pas à dispenser des connaissances. Il consiste d'abord à incarner les vertus qu'il souhaite transmettre. Cette incarnation crée un enseignement silencieux qui opère par osmose, par inspiration, par cette force d'attraction naturelle qu'exerce la sagesse vécue sur ceux qui en sont témoins. L'étudiant apprend autant en observant la façon dont son maître traite un serviteur qu'en écoutant ses discours sur l'humanité. Cette pédagogie du silence s'appuie sur plusieurs principes fondamentaux. D'abord, la cultivation de la patience éducative. Confucius recommandait de ne pas enseigner à celui qui ne se montre pas avide d'apprendre et de ne pas aider celui qui ne fait pas d'efforts pour s'exprimer. Cette retenue pédagogique crée l'espace nécessaire pour que naisse chez l'élève le véritable désir de savoir, celui qui vient de l'intérieur plutôt que d'être imposé de l'extérieur. Cette patience se manifeste concrètement par l'art de la question plutôt que de l'affirmation. Au lieu d'asséner des vérités toutes faites, le maître confucéen sème des interrogations qui germeront dans l'esprit de l'élève. Cette méthode maïeutique respecte l'autonomie intellectuelle de l'apprenant tout en le guidant vers ses propres découvertes. Le silence du maître, après une question bien posée, est souvent plus formateur que de longues explications. L'observation attentive constitue un autre pilier de cette éducation au silence. Confucius encourageait ses disciples à développer cette capacité de voir vraiment, non pas seulement regarder, mais percevoir les nuances subtiles, les gestes significatifs, les détails révélateurs. Cette cultivation de l'observation transforme progressivement la superficialité du regard habituel en cette profondeur de perception qui caractérise la sagesse. Cette éducation de l'œil s'accompagne nécessairement d'une éducation de l'oreille. Apprendre à écouter les silences autant que les paroles, percevoir les non-dits, saisir les inflexions significatives du ton. Ces capacités d'écoute fine ne se développent que dans le silence intérieur. Celui qui bavarde constamment, même mentalement, ne peut accéder à cette qualité d'attention qui révèle les messages subtils. La méditation contemplative, bien qu'appartenant plus traditionnellement au taoïsme, trouve aussi sa place dans la pédagogie confucéenne. Mais il s'agit moins d'une méditation d'évasion du monde que d'une méditation d'approfondissement de notre rapport au monde. Méditer sur les textes classiques, sur les exemples des sages du passé, sur les situations morales complexes, ces pratiques contemplatives affinent le jugement et purifient l'intention. Cette formation du caractère par le silence ne néglige pas la dimension émotionnelle. Confucius accordait une grande importance à ce qu'il appelait la rectification des émotions, non pas leur répression, mais leur cultivation et leur raffinement. Cette éducation émotionnelle passe largement par l'apprentissage de cette retenue qui permet au sentiment de mûrir avant de s'exprimer, évitant ainsi les débordements destructeurs. L'humilité intellectuelle constitue un autre fruit de cette éducation au silence. Savoir que l'on ne sait pas, voilà la vraie connaissance, enseignait Confucius. Cette reconnaissance de nos limites, loin d'être décourageante, ouvre l'espace pour un apprentissage authentique. Celui qui croit déjà tout savoir se ferme aux enseignements que chaque situation pourrait lui offrir. Cette pédagogie trouve des applications concrètes dans l'éducation familiale. Les parents qui cultivent eux-mêmes ces qualités de silence, patience dans l'écoute, retenue dans les conseils, présence attentive,
transmettent naturellement ces vertus à leurs enfants. Cette transmission s'opère moins par les discours sur l'importance du silence que par l'exemple d'une vie où le silence a sa juste place. L'apprentissage progressif de ces différentes dimensions du silence transforme non seulement l'individu, mais la qualité de ses relations et de sa participation à la vie sociale. Comme l'observait Mencius, ces transformations individuelles ont un effet d'onde qui se propage dans l'entourage, contribuant à l'harmonie collective. Cette éducation au silence ne vise pas à former des êtres mutiques ou craintifs, mais des personnes capables de cette parole juste qui naît de la réflexion mûrie et de l'écoute attentive. Car comme l'enseignait Confucius, les mots justes naissent du silence juste, et le silence juste naît du cœur droit.